Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, je vous propose quelque chose de très simple. Posez ce que vous étiez en train de faire. Juste pour les prochaines minutes. Le livre que vous allez écouter s'appelle Le temps qu'il vous reste par Amani Sky Winters. Ce n'est pas un livre qui va vous donner une liste de choses à accomplir. C'est un livre qui va vous rappeler quelque chose que vous savez déjà quelque part en vous, mais que la vie moderne nous fait oublier chaque jour un peu plus. Le moment présent est la seule chose que nous ayons jamais réellement possédée. Dans ce livre, vous allez entendre parler d'inquiétude, de comparaison, des relations qui pèsent ou qui apaisent, des pardons, des paix intérieures. Rien de tout cela n'est théorique. Ce sont des choses que vous vivez déjà aujourd'hui sans vous rendre compte. Alors, installez-vous, respirez et laissons cette histoire commencer. Le temps qu'il vous reste, l'art discret de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Écrit par Amani Sky Winters, lu par Audiobook Express. Introduction, la leçon du dernier souffle. En 2011, dans un hôpital de Melbourne, une infirmière du nom de Bronnie Ware a commencé à noter ce que lui confiaient ses patients en soins palliatifs durant leurs dernières semaines de vie. Elle s'attendait à des regrets spectaculaires, des fortunes jamais faites, des voyages jamais réalisés, des exploits jamais accomplis. Elle a entendu autre chose. La phrase qui revenait le plus souvent, presque mot pour mot, était « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non la vie que les autres attendaient de moi. » Pas une seule personne ne lui a dit « J'aurais voulu travailler plus ». Beaucoup lui ont dit « J'aurais voulu profiter davantage des choses simples, pendant qu'elles étaient encore là. » Ce livre part de ce même endroit tranquille et inconfortable où Bronnie Ware s'est retrouvée, assise au bord de lit d'hôpital, à écouter. Pas pour vous faire peur, pas pour vous rappeler que la mort existe, vous le savez déjà, mais pour vous poser une question plus utile. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche de vivre la vie que vous avez déjà? Parce que voici une chose étrange sur la condition humaine, ce n'est presque jamais la vie elle-même qui nous vole notre joie. C'est ce que nous faisons avec elle pendant qu'elle se déroule. Ce sont nos pensées qui tournent en boucle sur des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre ce soir. C'est notre regard qui se pose sur la vie du voisin plus souvent que sur la nôtre. Ce sont ces habitudes discrètes, remettre à demain, se comparer, ruminer, fuir le moment présent, qui grignotent, jour après jour, des années entières sans qu'on les voie partir. Le philosophe romain Sénèque l'a écrit il y a environ 2000 ans dans un texte qu'il a intitulé « De la brièveté de la vie ». Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Il ajoutait que la vie humaine, bien utilisée, est largement suffisante pour accomplir de grandes choses, mais que nous la dilapidons en distraction, en soucis inutiles et en attente d'un moment plus favorable qui ne vient jamais vraiment. 2000 ans plus tard, rien n'a changé, sauf les distractions elles-mêmes, qui sont devenues plus nombreuses, plus rapides, plus addictives. Le problème que décrivait Sénèque, avec un stylet sur du papyrus, est exactement celui que nous vivons aujourd'hui, avec un téléphone dans la poche. Ce livre n'est pas un recueil de formules. Vous n'y trouverez pas de « croyez en vous » ou de « tout est possible ». Ce genre de phrase sonne bien pendant 3 secondes et ne change rien le lendemain matin. Ce que vous trouverez, à la place, ce sont des mécanismes précis. Pourquoi l'inquiétude nous vole notre présent? Pourquoi la comparaison nous rend aveugles à ce que nous possédons déjà? Pourquoi certaines relations nous épuisent en silence? Accompagnés d'exemples concrets, d'histoires vraies et de ce que la science a découvert sur la manière dont les êtres humains fabriquent ou détruisent leur propre bien-être. 10 chapitres. Chacun aborde un obstacle précis à la joie ordinaire et surtout une manière concrète de le désamorcer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie devienne parfaite pour commencer. Vous pouvez commencer aujourd'hui, avec la vie que vous avez déjà entre les mains. Installons-nous, prenons un café, et parlons de la vraie raison pour laquelle tant de gens traversent leur existence sans jamais vraiment l'habiter. Chapitre 1. Le mythe de la vie parfaite. Il y a quelques années, un employé de bureau, appelons-le Marc, car son histoire ressemble à celle de milliers d'autres, s'était fixé une règle simple. Il commencerait à profiter de la vie une fois que 3 choses seraient réglées. D'abord, rembourser ses dettes. Ensuite, obtenir la promotion qu'il visait depuis 2 ans. Enfin,
trouver la relation stable qui lui manquait. Il avait même une phrase qu'il se répétait, presque comme un mantra. Après ça, je respire. Il a fini par rembourser ses dettes. 2 mois plus tard, une nouvelle dépense imprévue est apparue. Une réparation de voiture, puis un souci de santé dans sa famille. Il a obtenu sa promotion. Le poste suivant, plus haut, est immédiatement devenu son nouvel horizon. Il a trouvé une relation stable. Et avec elle sont arrivés de nouveaux sujets d'inquiétude. Le logement, les projets d'avenir, les tensions ordinaires de la vie à deux. Marc n'a jamais menti sur ses objectifs. Le problème, c'est que la ligne d'arrivée reculait à chaque fois qu'il s'en approchait. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une mécanique universelle. La vie ne devient jamais totalement réglée, parce qu'elle n'est pas construite pour l'être. Un souci se referme, un autre s'ouvre, un désir s'accomplit, un autre naît à sa place. C'est le fonctionnement normal d'une existence humaine, pas un accident qui vous arrive à vous en particulier. Les chercheurs qui étudient le bonheur ont un nom pour une partie de ce phénomène, l'adaptation hédonique. Le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la prise de décision, a montré à quel point notre bien-être s'ajuste rapidement à peu près à tout, les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Des études classiques sur des personnes ayant gagné à la loterie ont révélé un fait surprenant. Après quelques mois, leur niveau de satisfaction générale revenait souvent proche de ce qu'il était avant le gain. Le cerveau humain, quoi qu'il obtienne, finit par s'y habituer et par chercher la prochaine chose à atteindre. C'est ce même mécanisme qui explique pourquoi la voiture neuve devient banale au bout de 6 mois, ou pourquoi un salaire plus élevé ne suffit, à lui seul, presque jamais à nous rendre durablement plus heureux. Si votre bonheur dépend d'atteindre un état où tout sera enfin réglé, vous avez construit une condition qui n'arrivera jamais, ou qui, si elle arrive, ne durera qu'un instant avant que votre esprit ne trouve un nouveau manque à combler. C'est une poursuite sans ligne d'arrivée, et pendant qu'on court, on ne regarde jamais le paysage. Voici ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être l'idée la plus importante de tout ce livre. Profiter de la vie ne veut pas dire que la vie n'a plus de problèmes. Cela veut dire qu'on apprend à voir ce qui va bien, en même temps que ce qui ne va pas. Ce n'est pas une astuce de pensée positive, c'est une capacité qui se travaille, un peu comme un muscle. On peut avoir un genou qui fait mal et remarquer, malgré tout, la lumière du matin sur la table de la cuisine. On peut avoir un compte en banque serré et savourer un plat simple, préparé avec soin. On peut être incertain sur l'avenir de son couple, de son travail, de sa santé, et quand même rire franchement d'une blague, un mardi soir ordinaire. Ces deux réalités ne s'annulent pas, elles coexistent. La difficulté et la beauté cohabitent dans la même journée, souvent dans la même heure. Il existe une expérience simple que les thérapeutes en psychologie positive font parfois faire à leurs patients. Leur demander, chaque soir pendant une semaine, de noter 3 choses qui se sont bien passées dans la journée. Même une journée qu'ils qualifiaient de « mauvaise ». Presque tout le monde, même les personnes traversant une période difficile, parvient à en trouver 3. Un rayon de soleil, un message d'un ami, un café bien préparé. Ce n'est pas que ces journées étaient secrètement merveilleuses. C'est que l'attention humaine, livrée à elle-même, se dirige naturellement vers ce qui ne va pas. Un vieux réflexe de survie, hérité de nos ancêtres, pour qui repérer le danger était plus urgent que remarquer la beauté. Repérer ce qui va bien demande un effort actif, une décision. Cela signifie concrètement une chose. Arrêtez de vous dire « Je serai heureux quand ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite d'être remarqué ?» Ce glissement de langage paraît petit, il ne l'est pas. Le premier vous maintient éternellement dans l'attente. Le second vous ramène, chaque jour, à ce que vous avez déjà. Cela ne veut pas dire renoncer à vos objectifs. Marc a eu raison de vouloir rembourser ses dettes, d'ambitionner une promotion, de chercher une relation stable. Le problème n'était pas ses désirs. Le problème était la condition qu'il avait attachée à son propre droit d'être bien. D'abord réussir, ensuite seulement vivre. Cette condition ne se réalisera jamais complètement, parce que la vie ne s'arrête jamais d'ajouter de nouveaux chapitres. Ce que Marc a fini par changer, et c'est ce qui a réellement transformé son quotidien, n'était pas ses objectifs, mais l'ordre des opérations. Il a commencé à chercher une part de satisfaction. Pendant qu'il travaillait à ses objectifs, plutôt que de la réserver pour après, il a continué à rembourser ses dettes,
Mais il a aussi recommencé à appeler sa sœur le dimanche soir, simplement pour parler. Il a continué à viser sa promotion, mais il a aussi repris la marche de 20 minutes qu'il faisait avant, le matin, avant de regarder son téléphone. Rien de spectaculaire. Mais quelque chose s'est desserré en lui. Il ne vivait plus en état d'attente permanente. Il vivait, tout simplement, en travaillant vers autre chose. Vous avez, en ce moment même, un souffle dans le corps, un repas quelque part dans la journée, un toit au-dessus de la tête, et une nouvelle chance d'ajuster quelque chose dans votre façon de vivre. Ce n'est pas rien, ce n'est certainement pas une vie parfaite. Mais ce n'est pas non plus une vie vide, en attente d'un signal de départ qui ne sonnera jamais. La question n'est donc pas « Que me manque-t-il pour être heureux ?» La question est « Qu'est-ce qui, dans cette journée imparfaite, mérite déjà ma gratitude ?» C'est par là qu'il faut commencer, pas après, maintenant. Chapitre 2. Les joies minuscules qu'on oublie de voir. Il existe une expérience célèbre en psychologie, menée en 2010 par les chercheurs Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert, de Harvard. Grâce à une application de suivi, ils ont interrogé plus de 2000 personnes à des moments aléatoires de leur journée, en leur posant 3 questions. Que faites-vous en ce moment? À quoi pensez-vous? Et êtes-vous heureux? Le résultat, publié dans la revue Science, a surpris jusqu'aux chercheurs eux-mêmes. Les gens avaient l'esprit ailleurs, pas concentrés sur ce qu'ils étaient en train de vivre, près de la moitié du temps, quelle que soit l'activité. Et ce vagabondage mental rendait les participants moins heureux, même quand leurs pensées portaient sur des sujets agréables. Autrement dit, ce n'est pas tant ce que nous vivons qui détermine notre joie, mais la présence, ou l'absence, de notre attention pendant que nous le vivons. Pensez à votre dernier repas vraiment savouré. Pas un repas de fête, un repas ordinaire. Il y a de fortes chances que vous ayez du mal à vous en souvenir précisément, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que votre esprit était occupé ailleurs pendant que vous mangiez. Un message à répondre, une inquiétude du travail, une conversation à préparer dans votre tête. Le corps était à table, l'esprit était au bureau. C'est là que se cache l'un des plus grands paradoxes de la vie moderne. Nous avons accès à un confort matériel que la majorité des générations humaines n'a jamais connu. Eau propre au robinet, nourriture en abondance, chauffage, communication instantanée avec des proches à l'autre bout du monde. Et pourtant, une part importante de la population déclare se sentir moins présente, moins connectée à sa propre vie qu'auparavant. Le problème n'est pas un manque de choses à apprécier, c'est un manque d'attention disponible pour les apprécier. Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, qui a consacré une grande partie de sa vie à enseigner la pleine conscience en Occident, résumait cela d'une phrase simple. Le futur est fait du seul matériau disponible pour le construire, le présent. Il ne parlait pas de mysticisme abstrait, il parlait d'un fait très concret. Chaque futur meilleur que vous espérez sera lui aussi composé de moments présents. Et si vous n'apprenez pas à habiter le moment présent maintenant, vous ne saurez pas non plus le faire une fois arrivé à ce futur tant attendu. Voici pourquoi les petites joies méritent qu'on s'y arrête vraiment, plutôt que de les considérer comme des à-côtés mineurs en attendant les grandes. Les grandes joies, un mariage, une naissance, un voyage exceptionnel, une réussite majeure, sont rares par nature. Elles arrivent quelquefois dans une vie, parfois quelquefois dans une décennie. Si votre bonheur ne repose que sur elles, vous passerez la majorité de vos jours en état d'attente. Les petites joies, elles, sont disponibles tous les jours, en quantité presque illimitée, à condition qu'on prenne la peine de les remarquer. Une tasse de thé qui réchauffe les mains un matin frais. Le silence d'un appartement avant que la journée ne commence. Une chanson qui arrive au bon moment à la radio. Un message inattendu d'un vieil ami. Le simple fait de pouvoir marcher sans douleur. Ces choses paraissent insignifiantes seulement parce qu'elles sont fréquentes. Leur fréquence n'enlève rien à leur valeur. Elle rend simplement plus facile de les tenir pour acquises. Il y a une image qui aide à comprendre ce mécanisme. Imaginez que chaque jour de votre vie soit une pièce remplie d'objets. La plupart sont petits, discrets, presque invisibles. Une lumière particulière, un goût, un souvenir agréable qui traverse l'esprit. Quelques-uns sont grands et voyants. Si vous entrez dans cette pièce en ne cherchant que les objets imposants, vous ressortirez souvent les mains vides, en pensant que la pièce était vide. Mais la pièce n'était pas vide. Vous ne saviez simplement pas regarder à la bonne échelle. Ralentir suffisamment pour remarquer ces petites choses n'est pas un luxe réservé aux gens qui ont le temps.
c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se pratique. Voici comment, concrètement. Choisissez un geste quotidien et faites-en un point d'ancrage. Cela peut être le premier café du matin, la douche, le trajet vers le travail. Pendant ces quelques minutes, laissez votre attention se poser entièrement sur ce que vos sens perçoivent. La chaleur, l'odeur, le goût, la texture. Pas besoin de méditer 1 heure. 3 minutes suffisent, si elles sont pleinement habitées. Nommez ce que vous remarquez, même en silence. Ce café est bon, cette lumière est belle, ce moment est calme. Le simple fait de nommer une expérience agréable, plutôt que de la laisser filer sans y prêter attention, renforce la trace qu'elle laisse dans la mémoire. C'est en partie pour cela que les personnes qui tiennent un journal de gratitude, une pratique étudiée notamment par les chercheurs Robert Emmons et Michael McCulloch, rapportent un mieux-être plus stable dans le temps. Elles ont pris l'habitude de nommer, donc de retenir, ce qui va bien. Acceptez que les petites joies ne remplacent pas les grandes, mais elles construisent la texture de fond de votre vie. Une existence n'est pas faite de quelques sommets entourés de vide. Elle est faite, pour l'essentiel, de journées ordinaires. Si ces journées ordinaires ne contiennent aucune joie, votre vie, dans son ensemble, sera vécue comme grise, même si, sur le papier, elle contient de belles réussites de temps en temps. Il y a une chose que beaucoup de gens découvrent trop tard. Ce sont précisément ces moments ordinaires qui deviennent, avec le recul, les souvenirs les plus précieux. Rarement les gens disent regretter de ne pas avoir assez fêté leur promotion. Beaucoup disent regretter de ne pas avoir assez savouré les dîners de semaine avec leurs enfants, quand ceux-ci étaient encore petits et bruyants autour de la table. Ce n'était pas un grand moment, c'était juste un mardi soir. Mais un mardi soir, vécu pleinement, peut peser plus lourd dans une vie qu'on ne l'imagine sur le moment. Alors la prochaine fois que vous buvez quelque chose de chaud, que vous marchez dehors, que quelqu'un vous parle avec attention, essayez, ne serait-ce que pour quelques secondes, de vraiment y être. Pas pour en faire une performance de pleine conscience. Simplement pour que cette part de votre vie, qui se déroule de toute façon, ne se déroule pas complètement sans vous. Ces instants minuscules ne demandent rien, ni argent, ni temps supplémentaire, ni conditions particulières. Ils demandent seulement votre présence. La question qui se pose alors est simple et un peu inconfortable. Combien de ces instants avez-vous laissé filer aujourd'hui, sans même les voir passer? Chapitre 3. Le prix caché de l'inquiétude. Un homme attend les résultats d'un examen médical. Pendant 11 jours, il ne dort presque plus. Il imagine le pire scénario, puis un autre encore. Il répète les mêmes pensées en boucle, comme si les ressasser suffisamment de fois allait changer le résultat. Le 12e jour, le médecin lui annonce que tout va bien, rien d'anormal. L'homme ressort du cabinet soulagé, mais aussi, sans trop savoir pourquoi, épuisé. 11 jours de vie ont disparu, dépensés en entier dans un problème qui, au bout du compte, n'existait pas. Cette histoire, sous une forme ou une autre, presque tout le monde l'a vécue. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est le fonctionnement normal, quoique souvent inutile, du cerveau humain face à l'incertitude. Il existe une statistique qui circule depuis les années 1990, née d'une étude de l'université Cornell sur les habitudes d'inquiétude. Parmi les soucis que les gens répertorient au fil d'une semaine, l'écrasante majorité ne se réalise jamais. Et parmi ceux qui se réalisent, une bonne partie se révèle finalement gérable, moins grave que redoutée. Le chiffre exact varie selon les versions de l'étude, mais la conclusion, elle, se vérifie année après année dans des travaux plus récents sur l'anxiété. La plupart de nos inquiétudes sont des répétitions générales pour un spectacle qui n'aura jamais lieu. Pourquoi, alors, continuons-nous à nous inquiéter si cela sert si peu? La réponse tient en un mot, la survie. Le cerveau humain n'a pas été façonné par l'évolution pour être heureux. Il a été façonné pour repérer le danger avant qu'il ne survienne, parce que les ancêtres qui repéraient le bruit suspect dans les buissons vivaient plus longtemps que ceux qui ne s'en souciaient pas. Ce système d'alarme a très bien fonctionné pendant des centaines de milliers d'années face à des dangers concrets et immédiats. Un prédateur, une famine, une tempête. Le problème, c'est que ce même système, aujourd'hui, se déclenche pour des menaces abstraites, lointaines, souvent hypothétiques. Un email qui tarde à recevoir une réponse, une remarque mal interprétée, un avenir professionnel incertain.
Le corps réagit alors exactement comme s'il faisait face à un danger réel. Cœur qui s'accélère, sommeil perturbé, digestion perturbée, pour un danger qui, la plupart du temps, n'existe que dans l'esprit. Le stoïcien Épictète, ancien esclave devenu philosophe dans la Rome antique, avait formulé il y a près de 2000 ans une distinction qui reste, aujourd'hui encore, l'un des outils les plus utiles contre l'inquiétude chronique. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Il proposait un exercice simple, face à toute situation, se demander ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous mérite notre attention et notre effort. Ce qui n'en dépend pas mérite d'être laissé de côté, non par indifférence, mais parce que s'y accrocher ne fait que multiplier la souffrance sans rien résoudre. Cette distinction paraît simple sur le papier. Elle est étonnamment difficile à appliquer, parce que l'esprit inquiet a une caractéristique particulière. Il confond souvent. Penser à un problème avec agir sur ce problème. On a l'impression, en ressassant, de faire quelque chose, de se préparer, de rester vigilant, de ne pas se faire surprendre. En réalité, ressasser un problème sur lequel on n'a aucune action possible ne prépare à rien. Cela ne fait qu'épuiser une énergie mentale qui aurait pu servir à autre chose, y compris, tout simplement, à profiter du reste de la journée. Voici une manière concrète de trancher, la prochaine fois qu'une inquiétude s'installe. Posez-vous une seule question. Y a-t-il, aujourd'hui, une action précise que je peux faire concernant ce problème? Si la réponse est oui, faites cette action, même petite, même imparfaite, puis arrêtez d'y penser, jusqu'au prochain moment où une action sera de nouveau possible. Envoyer un message, prendre un rendez-vous, préparer un document. Une fois l'action posée, le ressassement supplémentaire n'ajoute rien. Si la réponse est non, s'il n'y a rien à faire aujourd'hui, si le résultat dépend d'un médecin, d'une autre personne, du temps qui passe, ou simplement du hasard, alors le ressassement n'est pas de la prudence. C'est de la souffrance ajoutée, sans utilité. Dans ce cas, la tâche n'est pas de trouver une solution, il n'y en a pas encore de disponible, mais de se donner la permission de reposer l'esprit jusqu'à ce qu'une action redevienne possible. Certaines personnes trouvent utile d'écrire leurs inquiétudes sur un papier, littéralement, avant de dormir, non pas pour les résoudre sur le champ, mais pour les sortir de la boucle mentale et leur donner un endroit où exister en dehors de la tête. Des chercheurs en psychologie du sommeil ont observé que cette pratique toute simple, coucher ses soucis par écrit, avec éventuellement une prochaine étape associée, réduit le temps nécessaire pour s'endormir chez des personnes sujettes à l'inquiétude nocturne. L'esprit, en quelque sorte, a besoin de savoir que le problème est noté quelque part avant d'accepter de le lâcher. Il faut aussi dire clairement ce que ce chapitre ne prétend pas. Il ne s'agit pas d'ignorer ses responsabilités, ni de se convaincre que rien de grave ne peut arriver. La prudence a sa place. Se préparer sérieusement à un examen, économiser pour une dépense prévisible, prendre soin de sa santé, ce sont des actions, pas de l'inquiétude. La différence entre la prudence et l'inquiétude n'est pas dans le sujet, mais dans le mouvement. La prudence agit, puis se repose. L'inquiétude tourne en rond, sans jamais agir ni se reposer. Il y a une image simple pour se rappeler cette différence. Imaginez un gardien de nuit qui fait sa ronde, vérifie que les portes sont fermées, puis va dormir en confiance. C'est la prudence. Imaginez maintenant un gardien qui, après avoir vérifié 10 fois que la porte est fermée, continue à se lever toute la nuit pour la revérifier, convaincu qu'un danger va forcément survenir. Ce gardien ne dort jamais, et pourtant, il ne protège rien de plus que le premier. C'est l'inquiétude, une vigilance qui a perdu son utilité, mais continué son mouvement, par habitude plutôt que par nécessité. La vie que vous avez aujourd'hui, ce souffle, ce repas, ces quelques heures devant vous, ne se met pas en pause pendant que vous vous inquiétez pour demain. Elle continue de se dérouler, que votre esprit y soit présent ou non. Chaque heure passée à ressasser un problème qui n'a pas encore de solution disponible est une heure de vie réelle, aujourd'hui, silencieusement dépensée, pour un futur qui, la plupart du temps, ne ressemblera même pas à ce que vous aviez imaginé. Alors la prochaine fois qu'un souci s'installe dans votre tête au milieu de la nuit ou au fil d'une journée par ailleurs tranquille, posez-lui la question simple. Puis-je faire quelque chose maintenant? Et selon la réponse, agissez,
ou reposez-vous. Les deux sont légitimes. Le seul chemin qui ne mène nulle part, c'est de rester debout, en pleine nuit, à revérifier indéfiniment une porte déjà fermée. Chapitre 4. La comparaison, ce voleur silencieux. Imaginez deux athlètes olympiques, debout côte à côte sur un podium. L'un vient de remporter la médaille d'argent, l'autre, la médaille de bronze. Lequel des deux, à votre avis, semble le plus heureux sur la photo? Des chercheurs en psychologie, notamment Victoria Medvec et ses collègues, dans une étude devenue célèbre sur les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, ont fait analyser par des observateurs indépendants les expressions faciales des médaillés juste après l'annonce des résultats et sur le podium. Le résultat est resté depuis l'un des exemples les plus cités en psychologie sociale. Les médaillés de bronze paraissaient, en moyenne, nettement plus heureux que les médaillés d'argent. Cela n'a aucun sens si l'on ne regarde que les faits objectifs. L'argent est une meilleure performance que le bronze. Mais cela a parfaitement du sens si l'on regarde le point de comparaison de chacun. Le médaillé d'argent compare son résultat à celui de l'or. Il pense à ce qui lui a manqué, à la victoire qui lui a échappé de peu. Le médaillé de bronze compare son résultat à l'absence de médaille. Il pense à tous les athlètes qui sont repartis les mains vides et se sent chanceux d'être sur le podium du tout. Le fait objectif, la performance réelle, était le même dans les deux cas au moment de l'analyse. Ce qui changeait entièrement l'expérience vécue, c'était uniquement le point de référence choisi, souvent sans même y penser. Voilà, en une image, tout le mécanisme de la comparaison. Elle ne change rien à votre situation réelle, elle change uniquement le filtre à travers lequel vous la regardez, et ce filtre peut transformer une vraie réussite en sentiment d'échec, simplement parce que vous avez choisi de la mesurer à l'aune de quelqu'un d'autre plutôt qu'à l'aune de votre propre parcours. Ce mécanisme est vieux comme l'humanité, mais il a été démultiplié par un phénomène récent. Nous n'avons plus seulement accès à la vie du voisin ou du collègue de bureau. Nous avons, dans notre poche, un accès quasi permanent à la version soigneusement choisie, filtrée et mise en scène de la vie de milliers d'inconnus. Des chercheurs qui étudient l'usage des réseaux sociaux, notamment des travaux menés à l'Université de Pennsylvanie par Melissa Hunt et son équipe en 2018, ont montré qu'une utilisation réduite et consciente de ces plateformes diminuait significativement, en quelques semaines seulement, les niveaux de solitude et de symptômes dépressifs déclarés par les participants. Ce n'est pas la technologie en elle-même qui pose problème, c'est ce qu'elle nous donne à comparer, en continu, sans jamais nous montrer l'envers du décor. Voici ce qu'il faut comprendre. Ce que vous voyez de la vie des autres n'est jamais l'ensemble de leur vie. C'est un fragment, presque toujours le fragment le plus flatteur. Vous voyez le sourire sur la photo, jamais la dispute qui a eu lieu juste avant qu'elle ne soit prise. Vous voyez l'annonce d'une réussite professionnelle, jamais les années d'échecs, de doutes et de nuits blanches qui l'ont précédée. Vous voyez le voyage, jamais les dettes qu'il a peut-être fallu contracter pour le financer, ni la relation qui s'est délitée pendant l'absence. Comparez votre vie entière, avec ces zones d'ombre que vous connaissez trop bien, à la version publique et soigneusement éditée de la vie d'un autre, c'est comparer les coulisses d'un théâtre à l'affiche d'un spectacle. Ce n'est pas une comparaison honnête. C'est une comparaison biaisée dès le départ, qui ne peut aboutir qu'à un sentiment d'insuffisance. Il y a une autre dimension à la comparaison, plus subtile encore. Elle ne se contente pas de vous montrer ce que les autres ont. Elle vous fait, en retour, oublier ce que vous avez déjà. C'est presque un tour de passe-passe mental. Avant de regarder la vie du voisin, vous pouviez être satisfait de votre repas, de votre maison, de votre travail. Après avoir regardé, ce même repas, cette même maison, ce même travail, semble soudain insuffisant, alors qu'objectivement, rien n'a changé chez vous entre les deux instants. Seul votre regard a bougé. Le philosophe et moraliste français La Rochefoucauld, au XVIIe siècle, avait déjà repéré ce mécanisme avec une formule restée célèbre. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. La comparaison n'est presque jamais motivée par un véritable désir pour ce que l'autre possède. Elle est motivée par la blessure que ressent notre propre image de nous-mêmes en constatant un écart, réel ou imaginé, avec quelqu'un d'autre. Que faire, concrètement, face à ce réflexe qui semble presque automatique? D'abord, reconnaître le moment où la comparaison s'active. Elle a une signature émotionnelle reconnaissable, un léger pincement, un sentiment soudain que ce qu'on a n'est plus suffisant,
alors que rien de nouveau n'est arrivé dans notre propre vie. Repérer ce pincement, c'est déjà reprendre un peu de contrôle sur lui. Ensuite, remplacez la question qui alimente la comparaison par une autre. La question qui fait mal est « Pourquoi sa vie est-elle meilleure que la mienne ?» La question qui construit est « Qu'est-ce que je peux améliorer, aujourd'hui, dans ma propre vie ?» La première vous laisse impuissant, spectateur d'un écart que vous ne contrôlez pas. La seconde vous redonne un espace d'action, aussi petit soit-il. Enfin, se rappeler qu'admirer et se dévaloriser sont deux choses différentes, souvent confondues. On peut admirer sincèrement la réussite de quelqu'un, son courage, sa discipline, sa créativité, sans pour autant en déduire que sa propre vie a échoué. Le succès d'un autre n'a jamais retiré une once de valeur au vôtre. Ce sont deux histoires séparées, qui n'ont pas besoin d'être mises en compétition pour exister. Il existe une pratique simple qui aide à sortir durablement de ce piège. Tenir, ne serait-ce que mentalement, un inventaire régulier de son propre chemin parcouru. Pas comparé aux autres, comparé à soi-même, il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Où en étiez-vous alors? Qu'avez-vous appris depuis? Quels obstacles avez-vous traversés que vous ne pensiez pas pouvoir traverser? Cette comparaison-là, avec votre propre passé plutôt qu'avec la vie inventée de quelqu'un d'autre, est la seule qui produise un sentiment honnête de progrès, parce qu'elle repose sur des données que vous connaissez réellement, et non sur une image que vous avez seulement aperçue de loin. Votre chemin a son propre rythme, ses propres saisons, ses propres détours. Certaines personnes réussissent tôt et stagnent ensuite. D'autres avancent lentement et connaissent leurs plus belles années bien plus tard que prévu. Il n'existe pas de calendrier universel de la réussite auquel vous seriez censé vous conformer. Il n'y a que votre calendrier, avec ses propres repères. La prochaine fois que vous sentirez ce pincement familier en regardant la vie de quelqu'un d'autre, souvenez-vous du podium de Barcelone. La médaille que vous portez déjà autour du cou ne change pas de valeur selon celle que porte votre voisin. Elle ne vaut ni plus ni moins. Elle est simplement la vôtre. La question n'est pas de savoir si elle est meilleure ou pire que celle d'un autre. La question est, qu'allez-vous en faire maintenant qu'elle est entre vos mains? Chapitre 5. Choisir les gens qui allègent votre cœur. Depuis 1938 à Harvard, une équipe de chercheurs suit la vie d'un groupe d'hommes. D'abord quelques centaines d'étudiants, puis leurs enfants. Année après année, décennie après décennie, dans ce qui est devenu la plus longue étude scientifique jamais menée sur le bonheur humain. On l'appelle la Harvard Study of Adult Development. Robert Waldinger, le psychiatre qui en a assuré la direction pendant de nombreuses années, a résumé plus de 8 décennies de résultats dans une conférence devenue l'une des plus regardées de l'histoire de TED. Les relations bonnes et chaleureuses sont ce qui nous garde heureux et en bonne santé. Un point, c'est tout. Ce n'est pas la fortune accumulée qui prédisait, chez les participants suivis pendant toute leur vie, une meilleure santé et un plus grand bien-être à 80 ans. Ce n'était pas non plus la célébrité, ni même les performances professionnelles. C'était la qualité des relations entretenues au fil des décennies, et plus précisément, disait Waldinger, le sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de difficulté. Les personnes les plus satisfaites de leur vie à 50 ans n'étaient pas celles qui avaient le taux de cholestérol le plus bas. C'étaient celles qui se sentaient le plus satisfaites de leurs relations. Cette découverte, répétée sur plusieurs générations et vérifiée dans d'autres études menées ailleurs dans le monde, a une implication très concrète. Les gens que vous laissez entrer dans votre quotidien ne sont pas un détail secondaire de votre existence. Ils en sont l'un des piliers les plus déterminants, au même titre que votre santé physique, sinon davantage. Et pourtant, c'est souvent le domaine où l'on fait le moins de choix conscients. On garde des amitiés par habitude, longtemps après qu'elles ont cessé d'apporter quoi que ce soit de positif. On maintient des liens familiaux compliqués par sentiment d'obligation, sans jamais se demander si cette obligation est réellement fondée, ou simplement héritée sans examen. On accepte de passer du temps avec des personnes qui, systématiquement, nous laissent plus fatigués, plus anxieux, ou plus mal dans notre peau après chaque rencontre, parce qu'on n'a jamais appris qu'il était permis de faire autrement. Il existe une distinction utile, popularisée notamment par des travaux en psychologie sociale sur le soutien perçu. Certaines relations sont ce que l'on pourrait appeler des relations nourrissantes. Après un moment passé avec cette personne, on se sent plus léger, plus soi-même,
capable de parler franchement sans craindre le jugement. D'autres relations sont épuisantes. Après un moment passé avec cette personne, on se sent jugé, diminué, mal à l'aise, souvent sans même pouvoir identifier précisément pourquoi. La différence entre les deux ne tient presque jamais à la gentillesse apparente de la personne. On peut avoir une relation épuisante avec quelqu'un de fondamentalement bienveillant, simplement parce que la dynamique entre vous deux ne fonctionne pas. Trop de comparaisons implicites, trop de critiques déguisées en conseils, trop d'attentes que vous soyez constamment disponible pour ses propres problèmes sans réciprocité. Et à l'inverse, on peut se sentir profondément apaisé auprès de quelqu'un d'imparfait, simplement parce que cette personne écoute vraiment, sans juger, et vous laisse être vous-même, sans avoir à vous justifier. Voici une question simple qui aide à démêler tout cela, sans nécessiter de longues analyses psychologiques. Après avoir passé du temps avec cette personne, est-ce que je me sens généralement plus léger ou plus lourd? Pas une fois, sur un mauvais jour, de façon répétée, dans la durée. Cette seule question, posée honnêtement, pour chaque relation importante de votre vie, révèle souvent des choses que l'on préfère habituellement ne pas regarder en face. Cela ne signifie pas qu'il faut couper tout lien avec quiconque nous met parfois mal à l'aise, ni qu'il faille exiger de chaque relation une perfection permanente. Toute relation authentique traverse des tensions, des désaccords, des moments difficiles. Cela fait partie de la vie relationnelle normale, pas un signe qu'elle est mauvaise. La distinction ne porte pas sur l'existence occasionnelle de friction, mais sur le pattern. Général, est-ce que cette relation, dans son ensemble et sur la durée, nourrit votre paix ou l'épuise? Une autre chose mérite d'être dite clairement, parce qu'elle est souvent source de culpabilité mal placée. Vous n'avez pas la responsabilité de rendre tout le monde heureux de vous. Cette phrase peut sembler évidente en la lisant, mais beaucoup de gens vivent, dans les faits, exactement le contraire, en dépensant une énergie considérable à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui, quoi qu'ils fassent, resteront insatisfaites. On peut être bienveillant, honnête, généreux, et malgré cela, ne jamais suffire à certaines personnes. Ce n'est pas nécessairement un échec de votre part. C'est parfois simplement le signe que cette relation demande plus qu'elle ne peut jamais rendre. Protéger son espace relationnel n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de responsabilité envers soi-même, semblable à celui qui consiste à bien s'alimenter ou à dormir suffisamment. On ne reproche pas à quelqu'un de refuser un aliment qui lui donne mal au ventre. On ne devrait pas non plus se sentir coupable de prendre ses distances avec une relation qui, systématiquement, produit le même effet sur le plan émotionnel. Prendre ses distances, d'ailleurs, ne signifie pas nécessairement rompre brutalement ou nourrir de la rancune. On peut souhaiter du bien à quelqu'un tout en choisissant de ne plus lui accorder autant de place dans son quotidien. On peut pardonner une blessure ancienne sans pour autant réinviter la même dynamique dans sa vie actuelle. Ce sont deux mouvements distincts, souvent confondus. Le pardon concerne le passé, la limite concerne l'avenir. On peut faire l'un sans renoncer à l'autre. À l'inverse, il vaut la peine d'accorder délibérément plus de place aux relations qui, elles, nourrissent réellement. Cela ne demande pas nécessairement un grand cercle social. Certaines des vies les plus paisibles observées dans l'étude de Harvard n'étaient pas celles entourées du plus grand nombre de personnes, mais celles qui entretenaient, avec un nombre parfois restreint de proches, des liens sincères, réguliers et profonds. Une conversation honnête, avec une seule personne de confiance, a plus de valeur, pour le bien-être réel, qu'une centaine de contacts superficiels. Alors voici un exercice simple à faire, sans pression, simplement pour y voir plus clair. Pensez aux 5 ou 6 personnes avec qui vous passez le plus de temps en ce moment. Pour chacune, demandez-vous honnêtement, sans dramatiser, sans exagérer, si le temps passé ensemble vous rend, dans l'ensemble, plus léger ou plus lourd. Vous n'avez besoin d'agir sur rien immédiatement. Le simple fait de nommer honnêtement ce constat est déjà une étape importante, souvent la plus difficile, parce qu'elle demande de cesser de se raconter des histoires sur des relations que l'on maintient par habitude plutôt que par choix. Votre temps, vous ne le récupérerez jamais. Chaque heure passée dans une relation qui vous épuise systématiquement est une heure qui n'aura pas été disponible pour une relation qui, elle, aurait pu vous faire du bien. Ce n'est pas une raison pour devenir méfiant envers tout le monde. C'est une raison, simplement,
pour redevenir un peu plus attentif à qui vous laissez entrer près de votre cœur, parce que cela compte, plus que presque tout le reste, pour la qualité réelle de votre vie. Chapitre 6. Apprendre à aimer sa propre compagnie. En 1969, l'astronaute Michael Collins est resté seul à bord du module de commande Columbia, en orbite autour de la Lune, pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient sur sa surface. Pendant les périodes où sa trajectoire le faisait passer derrière la Lune, il perdait tout contact radio avec la Terre, pas seulement avec ses deux coéquipiers, mais avec l'humanité entière. Il a écrit, plus tard, qu'il n'a jamais ressenti de solitude pendant ces minutes de silence total. Il se souvient au contraire d'un sentiment de calme profond, presque de plénitude, à savoir que pour un court instant, il était seul avec ses propres pensées, dans un silence que personne d'autre dans l'histoire humaine n'avait jamais connu de cette façon précise. L'histoire de Collins est souvent racontée pour illustrer l'exploit technique de la mission Apollo 11. Elle mérite aussi d'être racontée pour une autre raison. Elle montre qu'être seul et se sentir seul sont deux expériences complètement différentes, que l'on confond pourtant très souvent. La solitude, au sens négatif du terme, est un sentiment de manque, l'impression désagréable qu'il nous manque une présence, une reconnaissance, un contact. Être seul, au sens neutre, est simplement un état de fait, l'absence physique d'autres personnes autour de soi. Une personne peut se sentir profondément seule, au milieu d'une foule, entourée de collègues, de famille, ou même en couple, si elle ne se sent pas vraiment vue ni comprise. Et une personne peut passer une soirée entière sans voir personne, tout en se sentant parfaitement en paix, connectée à elle-même. La capacité à passer du temps seul sans en souffrir n'est pas un trait de personnalité réservé à quelques individus naturellement solitaires. C'est une compétence qui se construit, et elle a une importance pratique considérable, pour une raison simple. Si votre bien-être dépend entièrement de la présence continue d'autrui, vous vivez dans une situation fragile. Les gens ont leur propre vie, leurs propres contraintes, leurs propres besoins. Ils ne peuvent pas, et ne devraient pas avoir à, être disponibles en permanence pour combler chaque moment de vide en vous. Une personne incapable de tolérer sa propre compagnie finit souvent, sans le vouloir, par étouffer ses relations, en leur demandant une présence constante qu'aucune relation humaine ne peut réellement fournir sur la durée. Il y a aussi un autre effet, plus subtil, à cette dépendance excessive envers la présence des autres. Elle affaiblit notre capacité à choisir nos relations librement. Une personne terrifiée à l'idée de se retrouver seule accepte souvent des relations médiocres, voire nuisibles, uniquement parce que la présence de quelqu'un, n'importe qui, lui paraît préférable à l'absence de tout le monde. À l'inverse, une personne en paix avec sa propre compagnie choisit ses relations à partir d'un espace de tranquillité, et non depuis un état de manque. Elle peut se demander sincèrement: est-ce que cette personne m'apporte réellement quelque chose de bon? Plutôt que: est-ce que je préfère ça à rien du tout? La différence entre ces deux questions change presque tout dans la qualité des relations qu'on finit par entretenir. Comment développer, concrètement, cette capacité à être bien avec soi-même? Commencez petit, sans forcer. Vous n'avez pas besoin de partir seul dans une cabane isolée pendant 1 mois pour développer cette compétence. Commencez par de courts moments. Un repas pris seul, sans écran, en portant attention à ce que vous mangez. Une marche sans écouteurs, en laissant simplement vos pensées défiler. Ces petits moments, répétés, réapprennent progressivement à l'esprit qu'il n'y a rien de menaçant dans le silence. Observez ce qui remonte, sans chercher à le fuir immédiatement. Beaucoup de gens remplissent chaque instant de silence, avec un téléphone, une série, une notification, précisément parce que le silence laisse remonter des pensées ou des émotions qu'ils préfèrent éviter. C'est compréhensible, mais cela a un coût. Cela empêche de traverser ce qui doit l'être, et cela maintient la dépendance au bruit constant pour éviter de se retrouver face à soi-même. Laisser, de temps en temps, un peu de place à ce silence, sans le fuir immédiatement, est souvent la première étape pour apprendre à s'y sentir bien. Cultivez une activité que vous aimez faire seul, pour vous-même. Lire, cuisiner, dessiner, marcher, écrire, jardiner, peu importe l'activité, tant qu'elle est choisie pour le plaisir qu'elle procure, et non pour combler un vide. Ces moments deviennent, avec le temps, une preuve concrète et répétée que votre propre compagnie
peut être une source de bien-être, et non seulement une absence à supporter. Distinguer le repli sur soi de la solitude choisie. Ce chapitre ne fait pas l'éloge de l'isolement. Les relations humaines restent, comme le montre l'étude de Harvard citée au chapitre précédent, l'un des piliers les plus solides du bien-être durable. La compétence décrite ici ne vise pas à remplacer les relations, mais à les rendre plus saines, en retirant la pression insoutenable qu'on leur fait parfois porter, celle d'être la seule source possible de paix intérieure. Il existe une image simple pour résumer cette idée. Une bougie allumée peut donner de la lumière à une pièce entière, et pourtant, elle n'a besoin de rien d'extérieur pour continuer à brûler. Sa flamme lui appartient déjà. Une personne en paix avec elle-même fonctionne un peu de la même façon. Elle peut partager sa présence, sa chaleur, son attention avec les autres, sans jamais dépendre d'eux, pour continuer d'exister intérieurement. Cette autonomie intérieure ne rend pas les relations moins importantes. Elle les rend au contraire plus libres, parce qu'on les choisit par désir sincère de partager quelque chose, et non par peur du vide qu'elle comblerait sinon. La prochaine fois que vous vous retrouverez seul, un soir de semaine, sans obligation ni distraction prévue, essayez de résister quelques minutes à l'envie immédiate de remplir ce silence. Respirez, regardez autour de vous, remarquez que vous êtes toujours là, entier, capable de traverser ce moment sans qu'il ne vous arrive rien de grave. C'est peut-être là, dans ce silence ordinaire d'un soir sans importance apparente, que commence réellement la paix qu'on cherche souvent, à tort, uniquement dans la présence des autres. Chapitre 7. Ne remettez jamais la joie à demain. En 2005, l'entrepreneur Steve Jobs a prononcé, devant les diplômés de l'université Stanford, un discours resté célèbre, bien au-delà du monde de la technologie. Il y racontait qu'à 17 ans, il avait lu une citation qui affirmait que si l'on vivait chaque jour comme s'il était le dernier, on finirait, un jour, par avoir raison. Cette idée l'avait marqué au point qu'il en avait fait, disait-il, une pratique quotidienne, pendant plus de 30 ans. Chaque matin, se regarder dans le miroir et se demander « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, aurais-je envie de faire ce que je m'apprête à faire ?» Il expliquait que lorsque la réponse était non, plusieurs jours de suite, cela signifiait généralement qu'il était temps de changer quelque chose d'important. Il ajoutait un détail qui donne à ce discours toute sa force. Quelques années avant de le prononcer, on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas, avec un pronostic initial de quelques mois seulement à vivre. Il avait finalement pu bénéficier d'un traitement chirurgical qui lui a offert plusieurs années supplémentaires, mais l'expérience d'avoir regardé la mort en face, même brièvement, avait changé pour de bon sa manière de considérer le temps. Il n'est pas nécessaire de recevoir un diagnostic grave pour comprendre ce que Steve Jobs avait compris ce jour-là. Mais il est utile de se demander pourquoi il a fallu, pour beaucoup de gens qui ont vécu une expérience similaire, un choc aussi violent pour que cette évidence, le temps est limité, et il ne s'arrête pas pour attendre que nous soyons prêts à en profiter, devienne enfin réelle, plutôt que de rester une idée abstraite qu'on connaît sans y croire vraiment. La réponse tient en grande partie à un biais psychologique bien documenté, que les chercheurs appellent parfois l'illusion de la permanence future. Notre cerveau a naturellement tendance à traiter le temps qui nous reste comme une ressource abondante, presque infinie, même lorsque nous savons rationnellement que ce n'est pas le cas. C'est ce même biais qui pousse tant de gens à remettre à plus tard les conversations importantes, les voyages envisagés, les réconciliations nécessaires, non pas parce qu'ils ne considèrent pas ces choses comme importantes, mais parce qu'ils supposent, sans même y réfléchir, qu'il y aura toujours une prochaine occasion plus favorable. Cette hypothèse se révèle fausse plus souvent qu'on ne le pense, pas nécessairement à cause d'un drame soudain. La plupart du temps, elle se révèle fausse d'une manière beaucoup plus discrète. Les circonstances changent progressivement, les priorités des autres évoluent, les fenêtres d'opportunité se referment sans bruit. Le parent qu'on pensait toujours pouvoir appeler « la semaine prochaine » vieillit. L'ami avec qui l'on remettait sans cesse ce dîner déménage, change de vie, s'éloigne. La santé qui nous semblait acquise se fragilise doucement, sans avertissement préalable. Il y a une distinction importante à faire ici, pour éviter tout malentendu. Ce chapitre ne dit pas qu'il faut négliger l'avenir, arrêter de faire des projets ou vivre dans l'urgence permanente. Travailler pour un objectif à long terme, épargner pour l'avenir, construire patiemment quelque chose qui prendra des années, tout cela reste parfaitement légitime.
et même nécessaire. Le problème n'est pas de préparer l'avenir. Le problème survient quand cette préparation devient une excuse pour ne jamais habiter le présent, quand chaque jour devient uniquement un moyen d'atteindre un jour futur meilleur, sans jamais être vécu pour lui-même. Il existe une différence essentielle entre différer une dépense et différer la joie. On peut tout à fait reporter un achat, un voyage coûteux, une décision financière importante, en attendant le bon moment. C'est de la prudence raisonnable. Mais la joie elle-même, le sourire échangé, la conversation sincère, le moment de calme savouré, la reconnaissance exprimée à voix haute, n'a, la plupart du temps, aucune bonne raison d'être reportée. Elle ne coûte rien à vivre maintenant. Et pourtant, beaucoup de gens la traitent comme s'il fallait, elle aussi, économiser pour se la permettre plus tard. Voici une manière simple de repérer, dans sa propre vie, les endroits où la joie est reportée sans raison valable. Posez-vous la question suivante pour chaque domaine important de votre vie. Relations, santé, repos, plaisir simple. Qu'est-ce que je remets systématiquement à plus tard, sans qu'il y ait de véritables obstacles qui m'en empêchent aujourd'hui? Peut-être est-ce un appel que vous repoussez depuis des semaines à quelqu'un que vous aimez, simplement par habitude, sans raison précise. Peut-être est-ce un repos que vous vous refusez, convaincu qu'il faut d'abord terminer telle ou telle tâche avant de vous l'autoriser, alors que la tâche suivante attend toujours derrière la première. Peut-être est-ce un plaisir simple, une promenade, une lecture, un moment de musique, que vous jugez inutile de vous accorder tant que votre liste de choses à faire n'est pas entièrement vidée, alors qu'elle ne l'est jamais. Le sociologue et écrivain Henry David Thoreau, qui a passé 2 ans dans une cabane près de l'étang de Walden pour observer de près comment les gens de son époque vivaient, écrivait dans le livre qu'il en a tiré. La plupart des hommes mènent une vie de tranquille désespoir. Il ne visait pas particulièrement les pauvres ou les malchanceux de son temps. Il visait des gens ordinaires, souvent aisés selon les standards de l'époque, qui avaient simplement pris l'habitude de repousser indéfiniment la question de savoir s'ils vivaient réellement ou s'ils se contentaient de traverser leur journée en attendant une vie meilleure qui ne venait jamais tout à fait. Il y a une manière concrète de rompre cette habitude, sans bouleverser toute son existence du jour au lendemain. Elle consiste à choisir, chaque jour, une chose, une seule, mais une vraie, que l'on pourrait facilement remettre à plus tard, et à la faire aujourd'hui à la place. Envoyer ce message que l'on repousse depuis trop longtemps, s'accorder ce moment de repos sans culpabilité, dire ce merci que l'on garde pour soi depuis des semaines, prendre cette photo, faire cette promenade, préparer ce plat qu'on aime particulièrement, sans attendre une occasion spéciale pour le justifier. Rien de spectaculaire, encore une fois, mais additionné sur des mois et des années, ces petites décisions changent complètement la texture d'une vie. Elles transforment une existence vécue en état d'attente permanente, en une existence habitée, jour après jour, au fur et à mesure qu'elle se déroule. Il y a une dernière chose à comprendre, peut-être la plus importante de ce chapitre. La joie n'est pas une récompense qu'il faut mériter, en accomplissant suffisamment de tâches au préalable. C'est une part normale et légitime d'une vie équilibrée, disponible dès maintenant, sans conditions à remplir. On peut être discipliné et se reposer. On peut travailler dur et sourire. On peut avoir des objectifs ambitieux et savourer, malgré tout, un repas simple, un mardi soir ordinaire. Ces choses ne s'excluent pas. Elles se nourrissent au contraire l'une l'autre. Parce qu'un esprit qui s'accorde régulièrement de petites joies garde plus d'énergie et de clarté pour poursuivre ensuite ses objectifs à long terme. Alors ne dites plus « je profiterai plus tard » quand tout ira mieux. Dites plutôt « je trouve dès aujourd'hui une chose qui mérite d'être vécue pleinement ». Ce n'est pas une négation de vos difficultés actuelles. C'est simplement un refus de laisser ces difficultés confisquer, en plus du reste, la part de vie qui reste malgré tout disponible, ici et maintenant. Chapitre 8. Le pardon ou comment poser le poids du passé. Il existe une expérience mentale, souvent utilisée en thérapie, pour faire comprendre concrètement ce que produit la colère prolongée. Imaginez que vous devez porter, dans un sac à dos, une pierre pour chaque personne qui vous a un jour blessé et que vous n'avez jamais pardonné. Certaines pierres sont petites, une remarque désagréable, une déception passagère. D'autres sont énormes, une trahison profonde, un abandon, une injustice réelle et grave. Le sac s'alourdit avec les années, sans que vous en ayez toujours conscience,
parce que vous le portez tous les jours et que vous avez fini par vous habituer à son poids. Le problème de ce sac n'est pas qu'il contient des pierres injustifiées. Souvent, elles sont parfaitement méritées. Les torts qu'elles représentent ont réellement eu lieu, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Le problème, c'est que ce sac, vous êtes le seul à le porter. La personne qui a placé la première pierre dedans, il y a parfois des années, continue souvent sa vie sans en ressentir le poids une seule seconde. C'est vous qui montez les escaliers avec, qui vous couchez avec, qui vous réveillez avec, chaque jour. Le mot pardon porte, dans le langage courant, une connotation qui décourage souvent les gens de s'y intéresser. On l'associe à tort à l'idée d'excuser ce qui s'est passé, de prétendre que ce n'était pas si grave, ou de rouvrir la porte à une personne qui pourrait à nouveau faire du mal. Ce n'est pas ce que signifie réellement pardonner, du point de vue de la recherche en psychologie clinique. Le chercheur américain Robert Enright, considéré comme l'un des pionniers de l'étude scientifique du pardon, le définit d'une manière précise, débarrassé de cette confusion. Pardonner, c'est choisir de renoncer volontairement au ressentiment envers quelqu'un qui vous a fait du tort, sans pour autant nier le tort subi, ni nécessairement rétablir une relation avec cette personne. C'est un acte tourné entièrement vers votre propre libération, pas vers l'absolution de l'autre. Cette distinction change tout. On peut pardonner à quelqu'un tout en maintenant une distance ferme avec lui. On peut pardonner à un parent absent sans pour autant lui redonner accès à sa vie de la même manière qu'avant. On peut pardonner un ancien partenaire tout en refusant catégoriquement de reprendre la relation. Le pardon, dans cette définition, ne restaure pas nécessairement le lien. Il libère simplement celui qui pardonne du poids qu'il porte encore. Des travaux de recherche menés notamment par l'équipe de Charlotte Whitfleet à l'université Hope ont utilisé des mesures physiologiques, rythme cardiaque, tension artérielle, activité de transpiration, pour observer ce qui se passe dans le corps lorsqu'une personne se remémore une blessure ancienne, selon qu'elle choisit à ce moment-là de nourrir sa rancune ou de pratiquer, ne serait-ce que mentalement, une forme de pardon. Les résultats sont sans équivoque. Ressasser une blessure, avec rancune active des réactions physiologiques de stress mesurables, semblables à celles produites par une menace réelle et immédiate. Comme si le corps revivait l'agression une nouvelle fois, alors même qu'elle appartient au passé. Pratiquer le pardon, à l'inverse, réduit sensiblement ces mêmes marqueurs physiologiques de stress, même quand le souvenir évoqué reste douloureux. Cela signifie quelque chose d'assez frappant. Chaque fois que vous ressassez une vieille blessure avec colère, votre corps traite cette pensée presque comme si l'événement se reproduisait à l'instant même. La personne qui vous a blessé ne vous fait plus de mal aujourd'hui, mais votre propre esprit, en repassant sans cesse la scène, continue de vous en infliger, jour après jour, une réplique fidèle. Il faut ajouter ici une nuance importante, souvent oubliée dans les discours simplistes sur le pardon. Parfois, la personne qu'il est le plus difficile de pardonner, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est soi-même, une décision regrettée, une occasion manquée, une période de la vie où l'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être. Ces souvenirs-là peuvent peser tout autant, sinon davantage, qu'une blessure infligée par quelqu'un d'autre, parce qu'on les porte de l'intérieur, sans possibilité de prendre ses distances avec soi-même. Le mécanisme reste pourtant le même, s'acharner contre la version passée de soi-même, celle qui ne disposait pas encore des informations, de la maturité ou des circonstances que l'on possède aujourd'hui, ne répare rien de ce qui s'est passé. Cela ne fait qu'ajouter une punition présente à une erreur déjà commise dans le passé, une double peine, dont la seconde partie, au moins, est entièrement évitable. Comment, concrètement, commencer à pardonner, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à soi-même, sans que cela ressemble à une simple formule qu'on se répète sans y croire? Séparer clairement le fait de reconnaître le tort et le fait de rester prisonnier de sa colère. Pardonner ne demande pas de minimiser ce qui s'est passé. On peut affirmer sans détour, ce qui m'est arrivé était réellement injuste, et, dans le même mouvement, choisir de ne plus laisser cet événement gouverner chaque jour qui suit. Ces deux positions ne se contredisent pas. Faites la distinction entre pardon et réconciliation. Le pardon est un mouvement intérieur qui ne dépend d'aucune autre personne. La réconciliation, elle, dépend de deux personnes, et n'est parfois ni possible, ni souhaitable, notamment lorsque la sécurité ou le bien-être de la personne blessée serait à nouveau mis en danger.
On peut pardonner intégralement, sans jamais renouer. Considérez le pardon comme un processus, pas un interrupteur. Il est rare qu'on pardonne d'un seul coup, définitivement, une blessure profonde. Il est plus réaliste, et plus honnête, de considérer le pardon comme une décision qu'on renouvelle, parfois plusieurs fois, chaque fois que le souvenir revient avec sa charge de colère. Chaque fois que vous choisissez, consciemment, de ne pas nourrir davantage ce ressentiment, vous avancez un peu plus loin dans ce processus, même si une part de douleur subsiste encore. Pour le pardon envers soi-même, parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Presque personne ne tolérerait qu'un ami lui parle de la façon dont il se parle parfois à lui-même, après une erreur. Si un proche vous confiait la même faute que vous vous reprochez, vous trouveriez probablement les mots pour la remettre en perspective, pour rappeler le contexte, pour souligner ce qui a été appris depuis. Vous méritez cette même bienveillance de votre propre part. Il y a une dernière chose à comprendre sur le pardon, qui échappe souvent à ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience réelle. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à celui qui nous a blessés. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, en refusant de laisser une blessure ancienne continuer à décider, chaque jour, de notre humeur, de notre sommeil et de notre capacité à profiter du reste de notre vie. Le sac que vous portez, avec toutes ces pierres accumulées, ne vous protège de rien. Il ne répare pas le passé. Il n'empêche pas la douleur d'avoir existé. Il ajoute simplement, chaque jour, un poids supplémentaire à une vie qui, sans lui, pourrait déjà être suffisamment lourde à porter. Poser une pierre, même une seule, ne veut pas dire que ce qu'elle représentait n'a jamais compté. Cela veut simplement dire que vous avez décidé de continuer votre chemin un peu plus léger qu'avant. Chapitre 9. Protéger sa paix, le vrai luxe. Une femme reçoit un message légèrement sec de la part d'une collègue, tôt le matin. Rien de dramatique, une phrase un peu abrupte, sans doute écrite trop vite. Et pourtant, cette femme passe le reste de sa matinée à relire le message plusieurs fois, à imaginer ce que sa collègue a voulu dire, à préparer mentalement des réponses qu'elle n'enverra jamais, à sentir sa mâchoire se serrer chaque fois qu'elle y repense. Elle rate le sourire de son enfant au petit déjeuner. Elle ne remarque pas la belle lumière de ce matin d'automne pendant son trajet. Une phrase de 10 mots, écrite par quelqu'un d'autre en quelques secondes, a réussi à occuper et à gâcher plusieurs heures de sa propre vie. Ce scénario, sous une forme ou une autre, se répète dans la vie de presque tout le monde, presque tous les jours. Et il révèle quelque chose d'important sur la manière dont fonctionne notre paix intérieure. Elle n'est pas seulement menacée par de grands drames. Elle est, la plupart du temps, grignotée par une accumulation de petites réactions, à un message, une remarque, un embouteillage, une opinion désagréable croisée en ligne, auxquelles on accorde, chacune, un peu plus d'importance qu'elle n'en mérite réellement. Il existe une idée centrale dans la philosophie stoïcienne, développée notamment par l'empereur romain Marc Aurèle dans ses carnets personnels. Un texte qu'il n'a jamais écrit pour être publié, mais pour s'adresser à lui-même, ce qui donne à ses phrases une sincérité particulière. Il y écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase, formulée il y a près de 2000 ans par un homme qui dirigeait pourtant l'un des empires les plus puissants de l'histoire, reste d'une actualité presque troublante. Même au sommet du pouvoir, Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait contrôler ni les intrigues de sa cour, ni les guerres à ses frontières, ni les maladies qui frappaient sans prévenir. Ce qu'il pouvait contrôler, c'était uniquement sa propre réaction face à tout cela. Cette idée peut sembler abstraite tant qu'on ne l'applique pas à des situations concrètes. Alors reprenons l'exemple du message matinal. La collègue qui l'a envoyé, sa façon de l'écrire, son humeur du moment, tout cela échappait entièrement au contrôle de la femme qui l'a reçu. Ce qui restait, en revanche, entièrement sous son contrôle, c'était la place qu'elle a choisi d'accorder à ce message dans sa matinée. Elle aurait pu le lire, noter qu'il méritait peut-être une clarification plus tard, puis revenir à son petit déjeuner et à son enfant. Elle a plutôt choisi, sans même s'en rendre compte, tant ce réflexe est automatique, de lui laisser prendre toute la place. Voici un outil simple, presque physique, pour reprendre le contrôle dans ce genre de situation. La pause. Non pas une pause de plusieurs heures, ni une technique compliquée. Simplement, entre le moment où quelque chose de désagréable se produit et le moment où l'on y réagit, que ce soit par une parole, une pensée répétée,
ou une décision prise sous le coup de l'émotion, s'accorder quelques secondes, littéralement quelques respirations, avant de laisser cette réaction s'installer. Cette pause n'a l'air de rien. Elle change pourtant énormément de choses, pour une raison neurologique bien documentée. Les premières secondes suivant une contrariété sont dominées par l'amygdale, une structure cérébrale qui déclenche des réactions rapides, souvent disproportionnées, face à ce qui est perçu comme une menace. Quelques secondes plus tard seulement, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la réflexion posée, reprend le dessus si on lui en laisse le temps. Réagir immédiatement, c'est laisser l'amygdale décider seule. Marquer une pause, même brève, c'est donner une chance au reste du cerveau de participer à la décision. Il y a une autre dimension essentielle à la paix intérieure, souvent négligée: les limites. Beaucoup de gens confondent gentillesse et disponibilité illimitée. Ils disent oui alors qu'ils pensent non. Ils écoutent chaque plainte, portent chaque problème des autres, restent dans des situations où ils se sentent constamment mal à l'aise, persuadés que refuser reviendrait à être une mauvaise personne. Cette confusion est coûteuse, parce qu'une vie sans aucune limite finit toujours par s'épuiser, quelle que soit la bonne volonté de départ. Poser une limite n'est pas un acte hostile, c'est simplement une manière de préciser, honnêtement, ce qui est soutenable pour soi et ce qui ne l'est plus. Une limite peut ressembler à un simple « je ne suis pas disponible ce week-end » sans justification supplémentaire. Elle peut ressembler à un refus poli de participer à une conversation qui tourne systématiquement en critique ou en plainte. Elle peut ressembler à un temps de silence, choisi face à quelqu'un qui, de manière répétée, cherche la confrontation. Aucune de ces réponses n'exige d'être méchant ni de rompre définitivement une relation. Elle demande simplement d'accepter que l'on n'est pas obligé de tout accepter. Ceux qui n'ont pas l'habitude de poser des limites redoutent souvent une réaction négative de la part des autres, et il arrive, effectivement, que certaines personnes réagissent mal à une limite nouvellement posée, surtout si elles avaient l'habitude de ne jamais en rencontrer. Cette réaction, aussi inconfortable soit-elle sur le moment, ne signifie pas que la limite était injustifiée. Elle signifie souvent, au contraire, qu'elle était nécessaire depuis longtemps. Un dernier élément mérite d'être abordé, parce qu'il agit en silence, en arrière-plan de tout le reste: la voix intérieure. La façon dont on se parle à soi-même, tout au long de la journée, façonne directement l'état de notre paix intérieure, souvent bien plus que les événements extérieurs eux-mêmes. Une personne qui, à la moindre erreur, se traite intérieurement de nulle, d'incapable ou de raté, entretient un climat de stress permanent, indépendamment de ce qui se passe réellement autour d'elle. Une personne qui, face à la même erreur, se dit simplement « j'ai fait une erreur, je peux l'ajuster », traverse la même situation avec beaucoup moins de tension physiologique et émotionnelle. Ce n'est pas une question de complaisance envers soi-même. C'est une question d'efficacité, tout simplement. Une voix intérieure hostile ne rend pas plus performant. Elle épuise, elle paralyse parfois, elle détourne l'énergie qui aurait pu servir à corriger réellement la situation. Une voix intérieure plus bienveillante, en revanche, laisse davantage de place à l'apprentissage et à l'ajustement, sans y ajouter une couche supplémentaire et inutile de souffrance. Protéger sa paix ne signifie donc pas devenir indifférent à tout, ni se couper des autres, ni fuir chaque désaccord. Cela signifie choisir, avec discernement, ce qui mérite véritablement d'occuper l'espace limité de votre attention et de votre énergie, et refuser, consciemment, de laisser chaque contrariété mineure prendre plus de place qu'elle n'en mérite dans une journée qui, de toute façon, ne reviendra jamais. La paix, en ce sens, n'est pas un luxe réservé à ceux qui n'ont aucun problème. C'est une compétence que l'on développe malgré les problèmes, au milieu d'eux, jour après jour, en choisissant, encore et encore, de ne pas laisser une phrase de 10 mots, écrite trop vite par quelqu'un d'autre, décider du reste de notre matinée. Le chapitre 10. Vivre sans regret. La leçon finale. Revenons, pour finir, à Bronnie Ware et à ses années passées auprès de patients en fin de vie. Dans le livre qu'elle a tiré de cette expérience, The Top 5 Regrets of the Dying, elle a fini par identifier 5 regrets qui revenaient, presque toujours dans cet ordre d'importance, chez les personnes qu'elle a accompagnées jusqu'à leur dernier jour. Le premier, déjà évoqué dans l'introduction de ce livre, était de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à soi-même, plutôt que celle attendue par les autres.
Le deuxième était d'avoir trop travaillé, au détriment du temps passé avec les proches. Un regret exprimé, selon elle, par presque tous les hommes qu'elle a accompagnés. Le troisième était de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ses véritables sentiments, par peur du conflit ou du jugement. Le quatrième était d'avoir perdu contact avec des amis précieux, faute d'avoir entretenu ces liens au fil du temps. Le cinquième, et c'est peut-être le plus révélateur pour ce livre, était de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. D'avoir confondu, pendant des décennies, le confort de l'habitude avec un véritable choix de vie, et de n'avoir réalisé que trop tard qu'il était possible de rire davantage, de se détendre davantage, de laisser sa vie être un peu plus légère. Ce qui frappe, en observant ces 5 regrets ensemble, c'est qu'aucun d'entre eux ne concerne un manque de réussite matérielle. Aucun ne mentionne une maison trop petite, un salaire insuffisant, une carrière qui aurait pu aller plus loin. Chacun d'entre eux concerne, d'une manière ou d'une autre, un rapport au temps mal ajusté. Trop de temps donné à ce qui semblait urgent sur le moment, pas assez de temps donné à ce qui, avec le recul, se révèle avoir réellement compté. C'est précisément la question que pose, sous une autre forme, ce livre depuis son premier chapitre. Pas pour vous alarmer, ni pour vous faire vivre dans la crainte permanente de manquer votre vie. Cette peur-là, poussée trop loin, deviendrait elle-même une nouvelle source d'inquiétude, exactement le genre de fardeau que le chapitre 3 vous invitait à déposer. Mais pour vous inviter à une forme de lucidité tranquille, celle de savoir que le temps ne s'arrêtera pas pour attendre que vous soyez prêt, et que la meilleure réponse à cette réalité n'est ni le déni, ni la panique, mais l'attention. Reprenons, en quelques lignes, le chemin parcouru dans ce livre. Vous avez vu, au premier chapitre, qu'attendre une vie parfaite pour commencer à en profiter revient à repousser indéfiniment un moment qui, par nature, ne viendra jamais complètement. Mieux vaut trouver, dès aujourd'hui, ce qui mérite d'être apprécié dans une vie encore imparfaite. Vous avez vu, au deuxième, que les petites joies ordinaires, un café, une lumière, un silence, construisent bien plus que les grands événements rares, la texture réelle d'une existence, à condition qu'on prenne le temps de les remarquer. Vous avez vu, au troisième, que l'inquiétude n'est presque jamais une préparation utile, mais une souffrance ajoutée à l'avance, sur des problèmes qui, la plupart du temps, ne se produiront jamais tels qu'on les redoute. Vous avez vu, au quatrième, que la comparaison ne change rien à votre situation réelle. Elle ne fait que déformer le regard que vous portez sur elle, souvent à partir d'une image tronquée et flatteuse de la vie des autres. Vous avez vu, au cinquième et au sixième, que les relations que l'on choisit de garder près de soi comptent parmi les décisions les plus déterminantes d'une vie entière, et que la capacité à être bien seul, loin de nuire à ces relations, les rend au contraire plus libres et plus authentiques. Vous avez vu, au septième, que la joie n'a pas besoin d'être méritée par une accumulation suffisante de tâches accomplies. Elle peut, et devrait, être accueillie dès aujourd'hui, en petite quantité régulière, plutôt qu'indéfiniment reportée à un avenir hypothétique. Vous avez vu, au huitième, que le pardon, envers les autres comme envers soi-même, n'efface pas ce qui s'est passé, mais libère celui qui le pratique du poids d'un passé qu'il continue, sans le vouloir, à revivre chaque jour. Et vous avez vu, au neuvième, que la paix intérieure ne dépend pas de l'absence de contrariété, mais de la capacité, développée peu à peu, à choisir consciemment ce qui mérite réellement notre attention et notre énergie limitée. Aucune de ces idées, prises séparément, ne va bouleverser une vie du jour au lendemain. Ce n'est d'ailleurs pas la promesse de ce livre, et se méfier de tout livre qui la ferait serait sage. Ce que ces idées offrent, en revanche, c'est un ensemble d'ajustements modestes, praticables dès aujourd'hui, qui, mis bout à bout sur des mois et des années, changent réellement la manière dont une existence est vécue de l'intérieur. Il y a une dernière image qui vaut la peine d'être laissée, en guise de clôture. Imaginez votre vie comme un livre que vous êtes en train d'écrire, une page à la fois, sans jamais savoir combien de pages il vous reste. Vous ne pouvez pas revenir corriger les pages déjà écrites, elles sont ce qu'elles sont, avec leur réussite et leur maladresse. Vous ne pouvez pas non plus lire à l'avance les pages qui restent, elles se révéleront au fur et à mesure, sans que vous puissiez en connaître le contenu avant d'y arriver. La seule page sur laquelle vous ayez un véritable pouvoir, c'est celle que vous êtes en train d'écrire en ce moment précis, en lisant ces lignes.
Alors la question qui clôt ce livre n'est pas très différente de celle que Steve Jobs se posait chaque matin devant son miroir, ni de celle que Marc Aurèle notait dans ses carnets, ni de celle que les patients de Broniware ont fini par se poser, souvent trop tard, dans leurs derniers jours. C'est une question simple, que vous pouvez emporter avec vous en refermant ce livre. Si cette page de ma vie, celle d'aujourd'hui, était relue plus tard, avec tout le recul du temps, qu'aimerais-je qu'elle raconte ? Vous n'avez pas besoin d'attendre demain pour commencer à y répondre. Vous avez, dès maintenant, un souffle, une journée devant vous, et une nouvelle chance de l'habiter un peu plus pleinement que la précédente. Ce n'est pas rien. C'est même, si l'on y réfléchit bien, exactement tout ce qu'il faut pour commencer. Voilà, c'est la fin de ce chapitre de votre journée. Vous n'avez pas besoin de retenir chaque idée que vous venez d'entendre. Ce genre de livre ne fonctionne pas comme ça. Il suffit qu'une seule phrase reste avec vous, peut-être ce soir, peut-être demain matin, au moment où vous en aurez besoin sans même le savoir. Si ce livre vous a fait du bien, la meilleure façon de me le dire, c'est de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec les mots qui est resté en tête. Ça m'aide énormément et ça aide aussi d'autres personnes à trouver ces livres au bon moment de leur vie. D'autres livres vous attendent déjà sur la chaîne pour d'autres saisons de votre vie. En attendant, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ce moment présent, celui que vous êtes en train de vivre là, maintenant. À très bientôt. Bye.